Si cette Europe reste un marché sans règles, sans Europe sociale, alors je suis convaincu qu'elle se délitera. Monsieur le ministre, merci de nous accueillir dans votre bureau du Quai d'Orsay. Ça fait un an que vous êtes ministre, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Dans quelques semaines, la France va présider l'Union européenne. Comment, avec ce recul et tout le travail préparatoire que vous avez engagé ces derniers mois et ces dernières semaines, vous voyez cette présidence française et quelles vont être les grandes priorités, les grands thèmes dans cette période complexe pour l'Europe avec la crise sanitaire qui redémarre? Donc, quels sont les grands axes et les grandes articulations de ce moment politique qui va être central pour notre pays et pour l'Europe? Merci beaucoup de cet échange. Cette présidence, elle est très importante, d'abord parce que c'est un bien rare. Les présidences semestrielles de l'Union européenne, c'est maintenant à peu près tous les 15 ans. La dernière a eu lieu en 2008 et la prochaine devrait avoir lieu en 2035. Donc c'est une occasion qu'on doit saisir et réussir. Puis une présidence, c'est un accélérateur d'Europe, un accélérateur de notre agenda européen. Et en vérité, elle se prépare sur le fond depuis beaucoup plus longtemps. Je dirais que c'est le discours de la Sorbonne qui a été le coup d'envoi de la présidence française, puisque c'est là que le président de la République a exposé en réalité notre feuille de route, nos propositions pour l'Europe, autour de cette notion de souveraineté européenne qui aujourd'hui s'est beaucoup développée en France et partout en Europe. Et je crois que c'est déjà une forme de premier succès conceptuel, doctrinal, que l'idée d'une Europe qui s'affirme, qui défend ses intérêts, qui défend ses valeurs dans le monde et à l'intérieur, puisqu'on voit aussi qu'un certain nombre d'attaques contre nos valeurs existent dans l'Union elle-même. Alors, c'est autour de cette idée d'Europe qui protège et de régulation européenne qui correspond à notre modèle que nous devons, je crois, construire cette présidence 2022 pour la France, avec notamment 3 domaines qui sont particulièrement importants parce qu'ils sont à la rencontre d'un agenda européen qui a avancé, depuis la Sorbonne notamment, et de nos propres priorités pour ce semestre de présidence. Je pense à la dimension sociale, je pense à la transformation numérique et je pense évidemment à la transition climatique. Sur le plan social, nous avons beaucoup d'avancées qui ont eu lieu ces dernières années. Par exemple, en matière de réforme du travail détaché, la lutte contre le dumping social, on pensait que c'était impossible, ça a progressé. Et nous avons encore aujourd'hui des réformes européennes qui sont en cours, qui pourraient aboutir sous présidence française autour, par exemple, du salaire minimum en Europe. C'est la même chose sur le plan numérique, où pour la première fois, nous avons la possibilité en Europe d'encadrer, de réguler les grandes plateformes avec des textes européens qui sont déjà en négociation et qui pourraient là aussi aboutir pour donner plus de responsabilité aux GAFA, aux grandes plateformes, sous présidence française et pour les années à venir. Et puis c'est la même logique dans le domaine climatique. L'Europe est la région du monde la plus ambitieuse pour atteindre des objectifs de réduction de nos émissions, de neutralité en carbone à l'horizon 2050. Nous sommes les premiers à l'avoir décidé et à maintenant nous doter, avec ce qu'on appelle parfois le paquet climat, de textes législatifs qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Et je pense par exemple à ce qu'on appelle le mécanisme carbone aux frontières, c'est-à-dire une forme d'anti-dumping environnemental pour tous ceux qui, de Chine, du Brésil d'ailleurs, exportent vers l'Europe et ne respecteraient pas nos propres critères environnementaux. Ben ça doit être fini. On a un texte européen qui est proposé à la demande de la France depuis quelques semaines par la Commission européenne. Et j'espère, par exemple, que sur le plan climatique et de la bonne régulation, ce texte va aboutir sous présidence française. Donc voilà, ce sont ces priorités d'une Europe qui défend son modèle, on a vu sa force dans la crise, qui s'affirme, qui détient et défend une forme de souveraineté, non pas au sens de l'arrogance et de la domination, mais de la fierté de notre modèle et de son renforcement. Le climat, le social, le numérique sont 3 piliers clés, il y en a d'autres, mais de cette souveraineté européenne retrouvée ou construite depuis 4 ans et qu'on veut renforcer, accélérer pendant la présidence. Vous soulignez justement que la commission von der Leyen, après la commission Juncker, a mis l'accent sur le social et le sommet de Porto en a été la preuve. Où sont les éléments d'amélioration du dialogue social européen? Souvent, on a le sentiment que c'est parfois compliqué, que toute la méthode de Delors, Val-Duchesse, elle aurait besoin d'être un peu réoxygénée, repensée sans doute. Comment vous voyez l'articulation entre la volonté que vous exprimez des gouvernements, et notamment du gouvernement français, le travail de la Commission, les partenaires sociaux, pour faire qu'on arrive sur des textes importants comme le salaire minimum, vous l'évoquiez, ou d'autres textes qui sont stratégiques pour les salariés en sortie de crise? La méthode, elle doit sans doute être avant tout réactivée, puisqu'il y a assez peu de vraies discussions sociales et politiques avec les partenaires sociaux au niveau européen. On est dans un contexte où
peux souligner d'ailleurs l'engagement d'un certain nombre de personnalités françaises dans ces grandes institutions sociales européennes. Laurent Berger qui préside la Confédération européenne des syndicats, Pierre Gattaz du côté des entreprises avec Business Europe ou même Pascal Bollot pour les entrepreneurs publics. On a donc une configuration qui, je pense, mérite d'être réactivée avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Presque tous les 2 mois, nous réunissons les partenaires sociaux français pour préparer cet agenda social de la présidence française. Donc cette concertation ou cet échange existe. Sur le fond, plus important encore, je crois, c'est ça qui a manqué ces dernières années dans l'Europe sociale. On en avait fait un slogan, on en avait fait une vitrine, un peu automatique. On prononçait ces mots, il faut plus d'Europe sociale, il faut l'Europe sociale. Et on ne mettait pas grand-chose derrière la vitrine. Je crois que ce qui a changé, ce n'est pas qu'on parle plus d'Europe sociale, c'est qu'on fait plus de choses. Ça a été un des grands sujets que le président de la République, comme candidat à l'élection présidentielle, avait déjà attaqué ou évoqué, et nous avons réussi une réforme du travail détaché en Europe pour qu'on ne soit pas dans une sorte de jungle de dumping social en matière de salaire. Il y a encore des étapes à franchir sur les cotisations sociales, par exemple, mais nous avons une réforme du travail détaché qui a limité fortement les cas de dumping social dans tous les secteurs où il y avait beaucoup de dumping et beaucoup de fraude. Et on peut continuer dans cette dynamique parce que la Commission européenne, c'était en effet une des priorités de la Commission von der Leyen. On y a beaucoup travaillé avec le commissaire en charge, Nicolas Schmit aussi, pour qu'on nourrisse encore cet agenda social. C'est comme ça que ça avance. Une fois que vous avez, pour reprendre l'expression du grain à moudre, vous avez une concertation qui s'organise et vous avez des résultats qui sont visibles. Et c'est pour ça que je parlais de cette directive sur les salaires minimums européens. Il ne s'agit pas, attention, d'abaisser d'une quelconque façon notre salaire minimum en France. Au contraire, il s'agit de tirer vers le haut un certain nombre de pays qui n'ont pas aujourd'hui de mécanisme de dialogue social, de négociation collective ou législatif qui fixe un salaire minimum décent, parfois même un salaire minimum tout court, dans leurs économies. On n'aura pas en Bulgarie et au Luxembourg demain le même salaire minimum, et ce n'est d'ailleurs sans doute pas souhaitable. Mais que ceux qui ont aujourd'hui une logique vraiment de dumping social ou de concurrence sociale très forte soient amenés progressivement à converger. C'est le sens de la doctrine de l'or. On a parlé de la méthode de l'or, mais qui disait il faut une concurrence qui stimule et une solidarité qui unit. On a besoin de cette solidarité qui nous réunit sur l'Europe sociale. Et encore une fois, je pense que la vraie nouveauté de ces derniers mois, de ces derniers 4 ans, c'est que nous avons des textes législatifs qui nourrissent cette Europe sociale. J'en cite un dernier parce que je pense qu'il est très important et qu'il devrait être discuté sous présidence française, ce qu'on appelle les travailleurs des plateformes. Beaucoup de livreurs qui se connectent à des plateformes numériques. On voit dans nos villes à vélo livrer des repas ou conduire des véhicules. On connaît tous ces grandes marques, souvent américaines. Eh bien, il n'y a pas de régulation sociale dans ces secteurs. Il n'y a pas de droit associé à ce travail dit indépendant. Je crois qu'il faut le changer. Nous y travaillons, là aussi, avec Elisabeth Borne, pour que ce soit une des vraies priorités de la présidence française. Donc, le slogan d'Europe sociale, c'est très bien, mais on l'a trop entendu. Il faut maintenant qu'on ait des actes de l'Europe sociale, et cette présidence française peut permettre de les accélérer là aussi. Quand on regarde le projet européen aujourd'hui, et quand on voit notamment un certain nombre de pays de l'Est, vous êtes exprimé souvent sur des problèmes fondamentaux de liberté ou de valeur, est-ce qu'on ne retrouve pas les mêmes sujets en matière sociale? C'est-à-dire qu'on a des syndicalismes ou des fonctionnements de patronat à l'Est de l'Europe qui ne sont pas tout à fait dans la culture d'un certain nombre de pays historiques. Et donc, dans l'histoire de la construction européenne, souvent, la notion de cercle concentrique ou d'approche à quelques pays a été évoquée. Quel est votre sentiment? Est-ce que sur ces sujets sociaux, à un moment donné, il peut y avoir un groupe de pays leaders où il faut en permanence essayer d'embarquer les 27 dans une dynamique de plus-value et de gains collectifs? Après, il faut toujours essayer d'embarquer le maximum de pays, mais moi je suis en général un grand apôtre de la différenciation. Parce que je ne crois pas que ce soit la fracture et la désunion, au contraire, c'est l'union qui agit. Parce que quand il y a quelques pays qui lancent une initiative, l'histoire montre que quelques mois, quelques années, parfois quelques décennies plus tard, tout le monde a envie d'être à bord. Mais si on avait attendu tout le monde le premier jour, on n'aurait sans doute pas fait l'euro, Schengen, l'Europe de la défense qui commence aujourd'hui à porter ses fruits, etc. Cela dit, en matière sociale, je suis prudent. Pourquoi? Parce que le but, c'est justement d'embarquer, et non pas d'exclure, des pays qui créent ou qui vivent parfois d'une forme de concurrence sociale vers le bas. Et donc, si vous faites l'Europe sociale avec le Danemark, l'Allemagne, c'est très bien.
Mais nos partenaires danois ou allemands, par exemple, ont déjà des standards sociaux très élevés. Donc on n'a pas vraiment besoin de les embarquer vers le haut. À la limite, ce n'est pas eux qui nous posent des problèmes de concurrence sociale débridée au sein de l'Europe. En revanche, il faut avoir les pays de l'Est. Ce qu'on a vu dans la réforme du travail détaché, c'est que parfois c'est difficile, mais c'est possible. Et ce n'est pas comme la fiscalité, puisque c'est une matière où beaucoup de décisions se prennent à la majorité qualifiée. Et donc vous pouvez avoir une longue discussion, mais sur la réforme du travail détaché, on a réuni une majorité forte avec des pays de l'Est, donc c'est possible si on investit politiquement, si on leur explique aussi que c'est leur intérêt de converger socialement. Ce n'est pas contre la Bulgarie, la Hongrie ou la Pologne qu'on fait ça, qu'on fait l'Europe sociale. Au contraire, c'est bon pour leurs travailleurs et les syndicats de ces pays soutiennent tout l'agenda social de la Commission européenne, donc il ne faut pas caricaturer. Bien sûr, ils sont préoccupés par le rythme de cette convergence. Un certain nombre de secteurs économiques ou de chefs d'entreprise, parfois dans ces pays-là, ou de gouvernants, estiment que cette Europe sociale met en risque leur modèle économique, mais ils savent très bien, c'est le sens du projet européen, que leur modèle économique doit être dans une transition vers le haut, vers plus de droits, vers plus de protection, vers moins de dumping, c'est évident. Et on peut le convaincre. Et on peut convaincre aussi en expliquant que si on ne fait pas cette convergence, c'est tout le marché unique qui est mis en danger. Parce qu'en France, et c'est normal, des travailleurs qui voient parfois leur secteur économique, dans l'automobile ou dans d'autres secteurs, se transformer, parfois un certain nombre de sites de production fermés ou réduire la voilure en termes d'emploi, c'est très douloureux, ne peuvent pas accepter que dans le même temps, d'autres pays avec d'autres règles recréent des usines et leur créent de la concurrence. Ça, c'est pas possible au sein de l'Europe. Ça a existé, ça existe encore, beaucoup moins, et on doit se battre contre ça, et c'est l'intérêt collectif, parce que sinon, nous aurons des Brexit en Europe, d'une façon ou d'une autre. Et si on a engagé la réforme du travail détaché dans la campagne électorale, puis quand le président de la République est arrivé aux responsabilités en 2016-2017, c'était aussi une réponse au Brexit. En disant, non pas comme une menace, mais comme un constat à nos partenaires d'Europe centrale, d'Europe orientale, regardez ce qui se passe quand des travailleurs de certains pays ont l'impression, parfois c'est exagéré, mais ont l'impression qu'il y a de la concurrence excessive, sauvage, qu'il n'y a pas de protection sociale, que l'Europe est devenue une forme de jungle ou de marché sans règles. Si cette Europe reste un marché sans règles, sans Europe sociale, alors je suis convaincu qu'elle se délitera. Et donc, prenons conscience que nous pouvons l'éviter par une Europe sociale beaucoup plus forte. Donc on a plutôt intérêt, je crois même qu'on a fortement intérêt, à ne pas faire sur ce sujet social des petits cercles qui seraient confortables entre eux, alors que le but, c'est justement que sur le marché unique, dans toute l'Union européenne, on ait ces règles sociales, et c'est possible. Moi, je suis convaincu que nous aurons une adoption de la directive sur les salaires minimums dans les prochains mois, que nous aurons une régulation dans les années qui viennent sur les travailleurs des plateformes partout en Europe, et que nous aurons même, j'en suis convaincu, ça prendra peut-être encore quelques mois, j'espère pas quelques années, une nouvelle réforme du travail détaché qui ira plus loin dans l'harmonisation sociale. Vous évoquez le rôle de leader de l'Europe, et ça a été le cas sur le climat que vous évoquiez tout à l'heure, avec l'accord de Paris et l'engagement, au-delà de notre pays, mais aussi de l'Europe, dans les accords de décembre 2015. Est-ce que sur les sujets sociaux, il peut y avoir aussi un leadership européen dans cette reconstruction économique post-Covid qui va être terrible, avec des différentiels selon les pays, selon les continents? Et est-ce que l'Europe, elle n'a pas aussi un rôle à impulser, une fois qu'elle aura fait elle-même ses preuves dans les mois, dans les années à venir, pour au plan global aller vers des accords transnationaux, aller vers une philosophie de global deal qui est souvent évoquée, mais une logique où on a un modèle social à mettre en parallèle d'un modèle commercial qui fait partie des fondamentaux de l'Union européenne, des compétences transférées depuis 1957. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des réflexions dans ce sens-là? Alors, si, je suis totalement convaincu qu'on a un leadership européen à avoir en matière sociale ou de modèle social. D'abord, on l'a vu pendant la crise. Et je crois que là, c'était un vrai point commun aux Européens. Il y a eu des nuances, des différences. Mais partout en Europe, nous avons un modèle de solidarité extraordinaire et exceptionnel pendant la crise. Plus qu'ailleurs, plus qu'aux États-Unis, plus que dans beaucoup de pays développés eux-mêmes, pour aider nos indépendants, nos restaurateurs, nos cafés, restaurants qui sont notre économie et notre modèle européen, pour aider bien sûr les salariés de tous les secteurs, de la culture au tourisme, en passant par l'intégralité des secteurs économiques, avec le chômage partiel, avec des aides aux entreprises. Il n'y a aucun lieu dans le monde où, plus qu'en Europe, les mesures d'accompagnement, de soutien social ont été plus fortes pendant la crise de la Covid. Aujourd'hui, on parle de relance, on parle d'investissement à long terme, et c'est très important, c'est un peu un autre débat. Et sur l'accompagnement d'urgence, l'accompagnement social, il y a un vrai modèle européen, je l'affirme, qui a été assez uniforme au sein de l'Europe,
qui a été encouragé par l'Union européenne et soutenu à travers notamment la suspension d'un certain nombre de règles qui auraient pu entraver le quoi qu'il en coûte, comme on l'a appelé chez nous. Mais tout le monde a fait du quoi qu'il en coûte, et c'est l'Europe qui a été leader en cette matière. Donc ça, déjà, je crois, nous avons une base sur laquelle construire et montrer que ce filet social, cette protection sociale européenne, sont les meilleurs du monde et que ça a aidé, on doit en être fier. Ensuite, on doit, exactement comme je le décrivais sur l'ajustement carbone aux frontières, inventer dans les relations commerciales, dans l'univers international, des protections plus fortes de notre modèle social pour le préserver, voire pour l'exporter. Non pas, encore une fois, de manière arrogante, post-coloniale, mais parce que je crois que c'est universel de vouloir défendre, au sein de l'Organisation internationale du travail, au sein des accords commerciaux qu'on négocie, des standards sociaux qui sont de plus en plus élevés. Et l'Europe a tous les moyens pour le faire. Moi, je trouve par exemple que notre politique commerciale n'est pas assez mise aujourd'hui au service de nos standards climatiques et environnementaux, de nos standards sociaux, et que l'Europe devrait, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, c'est le combat qu'on mène à travers des réticences françaises, parfois exprimées sur un accord comme le Mercosur, par exemple. Au fond, ce qu'on dit, c'est que la politique commerciale ne doit plus être une politique d'ouverture à tout crin, on démantèle des barrières tarifaires ou des règles, ça doit être un moyen pour les Européens de protéger et de promouvoir un modèle environnemental, fiscal, social très exigeant, un modèle de protection des données en matière numérique. C'est pour ça que pour moi, le climat, le social et le numérique sont les trois piliers d'une même régulation européenne qu'on doit essayer d'exporter aussi. Vous prenez un accord commercial demain, moi je serais ravi, et finalement l'accord du Brexit à cet égard pose un certain nombre de bonnes bases, paradoxalement, qu'on exige de tous nos partenaires que pour intervenir, vendre sur le marché européen, il faille respecter notre prix du carbone et nos règles environnementales, il faille respecter tous nos standards sociaux, il faille respecter nos standards alimentaires, etc. Et que symétriquement, par petites touches, progressivement, l'Europe fasse converger vers son modèle, en tout cas la protection qu'offre son modèle, un certain nombre de régions du monde à travers ces discussions internationales et commerciales, pourquoi pas. Donc oui, il y a un leadership européen en matière sociale qui existe déjà, qu'on doit valoriser, révéler et renforcer à travers ces outils. S'il y avait on regarde le fonctionnement un petit peu des partenaires sociaux ou de tout le tissu associatif, syndical, patronal européen, s'il y avait des améliorations envisagées, vous les voyez à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau local de l'entreprise? Est-ce que c'est au niveau national? Est-ce que c'est au niveau européen? En revisitant le mécanisme de dialogue et le process européen de reconnaissance des textes une fois qu'ils ont été travaillés par les partenaires, avec votre expérience à la fois de 4 ans à la présidence de la République, d'1 an dans ce ministère, comment vous voyez les évolutions, les impulsions qui pourraient être données dans le fonctionnement de la mécanique finalement? Je pense que c'est d'abord un sujet qu'on va évoquer dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui est en cours, où les contributions sur le volet social sont très importantes, je crois. Et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres d'ici la fin de la discussion au printemps 2022. Moi, en général, je suis méfiant sur la focalisation sur les processus ou les procédures. On peut sans doute améliorer juridiquement les reconnaissances de textes que discutent les partenaires sociaux, mais je suis convaincu qu'il faut plutôt essayer de revivifier ou de réactiver par le fond et par la substance ce dialogue social européen. S'il y a un agenda social cohérent, substantiel, ambitieux, alors nous aurons de quoi négocier. Je prends cet exemple, les travailleurs des plateformes aujourd'hui. On peut tout à fait, et on a besoin d'en discuter avant que la Commission fasse cette proposition. Nous, comme future présidence, la Commission comme initiatrice de ce texte dans quelques mois, avec les partenaires sociaux pour qu'ils nous disent, nous on sait, parce que c'est notre mission de consulter, de représenter, que les travailleurs dits indépendants veulent telle ou telle protection sociale dans ces domaines-là, les livreurs des plateformes en particulier, qu'il y a ce débat qui est en cours aujourd'hui entre partenaires sociaux. Est-ce qu'il faut un statut de type salarié ou quelque chose d'un peu ad hoc et d'un peu nouveau, ce que je crois plutôt. Ce travail-là, avec les partenaires sociaux, on peut le faire de manière formelle et informelle. Je crois qu'on ne manque pas de canaux. On manque souvent d'une forme d'impulsion au départ et d'un sujet pour en discuter. Travailleurs des plateformes, c'est très important. Suite du travail détaché, je le disais, salaire minimum aussi. Tout cela implique les partenaires sociaux d'ores et déjà. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille changer le mécano ou la mécanique, mais plutôt essayer d'avoir du fond. Je prends un dernier exemple qui montre à quel point on a besoin de ce dialogue entre représentants des entreprises, représentants des salariés ou des travailleurs. C'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance.
qui sera aussi un des textes européens proposés dans les prochaines semaines, autour de cette idée de capitalisme responsable, qui est aussi un élément du modèle européen qu'on peut faciliter ou exporter à l'international en protégeant mieux, c'est que les entreprises européennes, avec un cadre, avec des seuils qu'on doit discuter, doivent être responsables aussi des standards sociaux ou autres qu'appliquent un certain nombre de leurs sous-traitants qui sont parfois à l'autre bout du monde. Et ça, c'est un modèle européen qu'on peut exporter. Et là-dessus, on a aussi besoin de l'expertise de Business Europe qui représente les entreprises européennes, de la Confédération européenne des syndicats qui connaît les problématiques de l'entreprise et est attachée à ce modèle social. Voilà, moi je suis assez convaincu qu'on a besoin de sujets plus que de procédures à transformer au niveau européen et que parfois la faiblesse de l'Europe sociale ces dernières années ne vient pas de nos processus, elle vient plutôt de l'absence de sujets majeurs qu'on a discutés. Ça a changé. Cette commission, je dois le dire, cette commission von der Leyen et le commissaire Schmidt que je mentionnais ont fait évoluer les choses. On y a mis beaucoup de cœur et beaucoup de pression. Et maintenant, on a la responsabilité en tant que présidence de montrer que ce dialogue social, cette discussion sociale, cet agenda social ont du sens, ont du fond et avancent. Peut-être une dernière question. Vous évoquiez tout à l'heure le mécanisme d'ajustement carbone qui va être un des grands sujets de la présidence française. La Commission récemment a évoqué en parallèle, pour qu'il n'y ait pas de pénalisation des citoyens européens, un fonds de précarité, tout le mécanisme. Quelle est votre position par rapport à cette démarche qui était attendue depuis des années, mais qui consiste à penser l'adaptation et la transition aussi au plan social entre fin du mois, fin du monde. Donc, quel est votre sentiment personnel? C'est très important là aussi qu'on invente en Europe le bon équilibre. Et je pense qu'on est le meilleur continent pour trouver cet équilibre, parce que c'est le modèle européen, l'ajustement ou la cohérence et l'équilibre entre l'initiative individuelle et la solidarité collective. Il n'y a qu'en Europe qu'on arrive à marier, plus ou moins bien. Et puis quand il y a des nouveautés comme une lutte plus active contre le changement climatique, on doit s'adapter, mais on peut le faire en Europe. On peut le faire sur le numérique, on peut le faire sur le social, on peut le faire sur le volet climatique. Et donc, ce qui est clair, et c'est le sens des propositions de la Commission récemment formulées, c'est qu'on doit être très ambitieux et demander à beaucoup de secteurs économiques de s'adapter pour baisser les émissions. C'est vrai pour le bâtiment, c'est vrai pour les transports, c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour tous les secteurs. Mais il faut deux conditions indispensables, sinon on se plante, on le sait. C'est qu'on accompagne socialement, et j'allais dire même, ce n'est pas accompagner qui a une connotation presque péjorative, c'est anticiper socialement. Ce n'est pas après qu'on répare, c'est avant qu'on anticipe et qu'on évite la casse sociale. Pour que quand un secteur comme l'automobile va devoir faire des adaptations majeures, quand un secteur comme les transports en général va devoir faire des adaptations majeures en 10-15 ans, qui ont déjà commencé, eh bien, on doit aider les gens à acheter un véhicule moins polluant, on doit aider les Français et les Européens à rénover leur maison, parce qu'on ne peut pas leur dire « vous polluez » alors qu'ils n'ont pas les moyens de réparer ce qu'on appelle une passoire thermique. Et donc ça, on doit le faire avant d'imposer la contrainte. Et ce qui est positif dans la proposition de la Commission, c'est qu'il y a, en effet, grâce aux revenus qui seront tirés d'un certain nombre de mécanismes nouveaux, le prix du carbone, un fonds social, on verra le nom final, un fonds social, qui, avant de mettre en place des contraintes supplémentaires, aidera les gens à faire la démarche de transformation et d'accompagnement, notamment, bien sûr, les plus pauvres, les plus vulnérables ou les classes moyennes. Et puis, il faut, pour être parfaitement cohérent, ces ambitions et ces contraintes, parfois supplémentaires, l'accompagnement social en amont et l'ajustement international. Parce qu'on ne peut pas être une île, l'Europe ne l'est pas, qui pose des règles, et c'est normal, pour que ces entreprises investissent, pour que ces entreprises se transforment, et qu'on laisse des concurrents, indiens, américains, brésiliens ou autres, exporter vers chez nous sans aucune contrainte, parce que chez eux, il n'y a pas les mêmes niveaux d'ambition. Et donc cet ajustement carbone, il vise à donner cette cohérence au tout, ambition, accompagnement social ou anticipation sociale, et ajustement international, parce que sinon, on se crée des contraintes pour nous-mêmes, sans être compétitifs, parce que les autres n'ont pas les mêmes contraintes, entre guillemets, ou les mêmes ambitions, pour le dire plus positivement, et peuvent néanmoins accéder à notre marché. Donc ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose, ce sont des points de fuite qu'on doit boucher sur le plan social et sur le plan commercial et international. Si on arrive à faire les trois en même temps, ambition, anticipation sociale, ajustement mondial, on a, je crois, on aura, j'espère que c'est possible et que la présidence française y contribuera activement, à inventer un modèle européen de la transition climatique ou de la transition numérique ou de la transition sociale très fort, comme on a su l'inventer dans le passé avec notre protection sociale. C'est la même ambition. Encore une fois, on l'a vu dans la crise à quel point cette ambition reste pertinente,
de protection, elle est un atout. Et avec les partenaires sociaux, j'espère qu'on préparera, je suis sûr qu'on préparera une présidence française réussie sur ces grands ajustements du monde contemporain. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et au nom de Confrontation, tous nos voeux de succès, et pour que les projets et les initiatives que vous avez évoquées prennent corps dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci encore. Merci.